Alors, bienvenue dans ce nouveau webinaire de la Coaching Week d'ICF 2022, dans lequel on va parler stratégie digitale de coach. Comment on crée sa stratégie digitale quand on est coach, comment on met sa casquette d'entrepreneur pour démarrer, développer son activité, puis aller trouver ses clients sur Internet. Parce que quand on est coach, on a beau être le meilleur coach du monde, si on ne sait pas trouver ses clients, on ne va pas beaucoup exercer. Et aujourd'hui, en 2022, le meilleur moyen de trouver ses clients, au-delà du réseau, c'est d'aller les chercher sur Internet et de se faire connaître sur Internet. Alors, c'est ça que j'ai envie de vous partager aujourd'hui dans ce webinaire. Donc, je vais vous expliquer dans ce webinaire comment créer une stratégie digitale de coach en 2022. Pourquoi? Parce que je vais vous montrer les outils que j'utilise aujourd'hui, qui sont en vogue aujourd'hui, qui fonctionnent bien aujourd'hui sur Internet. Et voilà, je vais vous montrer ce qui fonctionne, ce qui a fonctionné pour moi, ce qui fonctionne pour mes clients. Alors, pourquoi je fais ce webinaire aussi? Parce que quand on se forme au coaching, on est dans le rêve, d'un métier de rêve pour changer la vie des gens et on se dit que c'est génial et que le monde entier en a besoin. Et puis, on se rend compte qu'en réalité, il n'y a pas tant de personnes que ça qui connaissent le coaching, il n'y a pas tant de personnes que ça qui ont spontanément l'idée de faire du coaching. Alors, on a besoin de pouvoir se faire connaître notre métier pour susciter pas le besoin, mais l'intérêt des clients pour le coaching plutôt qu'un autre type d'accompagnement. Alors, la réalité, c'est qu'il y a 10% des coachs diplômés qui réussissent à vivre de ce métier passion. Et c'est tellement dommage parce qu'on a un métier qui est tellement utile pour le monde. Alors, mon objectif, si on peut passer de 10 à 10,0001% aujourd'hui de coachs qui vivent de leur passion, ce serait vraiment génial. Donc, je partage ça avec vous. Qu'est-ce qu'on va voir? D'abord, qui je suis? En quoi je suis légitime à vous partager ça? Certains me connaissent déjà, mais je suis Edwige Gironflet-Quinger. J'ai passé 10 ans d'entreprise dans les RH et la gestion de projet. Puis je me suis formée au coaching professionnel en 2013-2014 chez Ericsson Coaching International. Donc, je suis coach certifiée par Ericsson International et certifiée au niveau PCC par l'ICF. Je suis formatrice de formateurs et aussi formatrice de coach et mentor de coach au sein de l'école Ericsson Coaching International. Et puis, depuis un an, j'ai intégré le conseil d'administration d'ICF France et j'ai une casquette de digital lead puisque c'est ma spécialité dans le coaching d'accompagner des personnes, des entreprises à digitaliser leurs pratiques. Alors, quoi d'autre? Pourquoi la digitalisation? En 2007, pour des raisons personnelles et de santé, j'ai dû complètement digitaliser mon activité pour éviter qu'elle s'arrête, tout simplement. Alors, je me suis beaucoup formée, j'ai été beaucoup accompagnée, j'ai découvert tout ce monde digital. Moi, je pensais qu'être digitalisé, c'était simplement avoir un site web et puis envoyer quelques mails. Et en fait, non, il y a tout un monde dans la digitalisation qui est important à connaître et qui peut vraiment changer la façon dont vous développez votre activité, dont vous cherchez vos clients, dont vous communiquez, dont vous prospectez. Et puis surtout, sur Internet, il y a cette notion de recycler le contenu existant qui est importante pour moi, plutôt que de refaire une conférence à chaque fois, plutôt que de réécrire des mails à chaque fois, plutôt que de refaire des formations à chaque fois. Sur Internet, on peut enregistrer, on peut recycler à l'infini nos contenus. Et c'est ça qui est réellement intéressant parce que ça vous fait gagner du temps et du coup, ça vous fait gagner du temps en prospection, en communication pour pouvoir avoir plus de temps pour exercer votre activité. Alors, qu'est-ce qu'on va voir ce matin? D'abord, la première chose que je voulais partager avec vous, c'est éviter les pièges du débutant sur le web. Je vous dis les pièges du débutant, il n'y a pas de jugement. Moi, j'ai été débutante qui est tombée dans les pièges d'Internet les 3 premières années de ma vie de coach parce qu'on a des croyances, parce qu'on entend des choses. Et alors, bien souvent, un des premiers pièges, c'est dépenser beaucoup d'argent dans son site web.
Et j'ai failli le faire. Heureusement, mon mari m'a dit non, 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 je vais te faire un petit truc sur WordPress, ça va être très bien. Mais j'ai des clients qui parfois ont dépensé 2 000, 3 000, 4 000 euros dans leur site web et il ne se passe rien depuis. Donc, ils ont un beau site web, mais le site web, ça ne fait pas le job. Le site web, ce n'est pas lui qui va trouver tout seul vos clients. Alors, le site web, c'est votre vitrine. C'est important, bien évidemment. Et en même temps, je suis désolée de vous dire que vous n'êtes pas L'Oréal, vous n'êtes pas Danone, vous n'êtes pas Nike. Alors, ce n'est pas en mettant 3 000 4 000 euros dans votre site web que vous aurez plus de clients. Alors oui, vous aurez un site web bien structuré, qui aura un bon référencement, mais en même temps, le contenu de votre site web, il faut qu'il soit attractif pour vos clients potentiels, il faut qu'on comprenne ce que vous fassiez, il faut que la démarche de votre client, de votre visiteur soit facilitée sur votre site web. Et aujourd'hui, il y a des sites, alors dans le webinaire juste après, je fais un webinaire sur les outils où on va en parler un peu plus longuement. Aujourd'hui, c'est très facile de faire un petit site web. Vous avez WordPress, donc WordPress, ça reste un petit peu technique, mais vous avez des modèles. Wix a beaucoup évolué aussi et vous permet de faire des sites web très, très facilement. Et puis, il y a des outils nouveaux comme System.io qui vous permet aussi de faire un site web dans une chaîne de marketing. Et gratuitement, d'ailleurs, dans une version gratuite. Donc, il y a plein de solutions aujourd'hui, si vous êtes un petit peu à l'aise sur Internet pour pouvoir faire un site web. La deuxième erreur, la plus courante. Alors, si vous avez des questions, je vous invite à utiliser votre micro plutôt que le chat, puisque, voilà, à ouvrir votre micro tout simplement et poser vos questions. Alors, deuxième erreur la plus courante, parler de soi dans son pitch. On l'a vu hier pour ceux qui étaient au webinaire. Dans son pitch, on parle d'abord à son client avant de parler de soi. Donc, dans son pitch, bien souvent, et je vous dis ça, j'ai fait l'erreur pendant 3 ans, bien souvent on parle de soi. On dit, voilà, je suis coach, je suis diplômée de l'école Ericsson International, je suis certifiée par la Fédération internationale de coaching, j'ai eu une expérience de 10 ans en entreprise, dans le management, etc. Et puis après, on s'intéresse à son client. On se dit, tiens, et voilà, en quoi je peux vous accompagner? Je peux vous accompagner en coaching. Et en fait, sur Internet, c'est comme dans la vie. Quand vous rencontrez quelqu'un et que vous commencez à parler de vous sans vous intéresser à la personne qui est en face, la personne en face, elle décroche. Alors, sur Internet, c'est pareil. Quand on fait son pitch, on parle d'abord à son client cible. Donc, si vos clients, par exemple, sont les femmes managers qui veulent développer leur leadership, alors dans votre pitch, vous devez commencer par, vous qui êtes une femme manager, vous souhaitez peut-être développer votre leadership, votre charisme pour devenir une femme inspirante dans votre monde professionnel. Alors, moi, coach, voilà comment je peux vous aider. Donc ça, c'est vraiment important de travailler son pitch et je sais qu'on y passe du temps et je passe encore du temps sur le mien pour vous dire 8 ans plus tard. Mais c'est vraiment important quand on travaille son pitch d'avoir à l'esprit en priorité s'adresser à son client et c'est une fois que le client il s'est dit ok, c'est fait pour moi, le coach comprend ma problématique, il a des solutions pour moi et j'arrive à percevoir quels sont les bénéfices que je vais obtenir avec l'accompagnement. Alors, moi, client potentiel, je suis prêt à écouter qui est ce coach qui peut m'aider. Donc ça, c'est vraiment important dans votre pitch oral, mais aussi dans votre pitch sur votre site web et sur les réseaux sociaux. Troisième chose, bien souvent, on communique sans avoir une réelle stratégie digitale. Communiquer sur les réseaux sociaux, c'est très bien. Écrire des articles de blog, c'est très bien. Faire des petites vidéos, des podcasts, c'est très bien. Ce qui est encore mieux, c'est d'avoir une stratégie digitale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire construire la cohérence de sa communication. On appelle, alors vous pouvez utiliser ce qu'on appelle un calendrier éditorial. Un calendrier éditorial, c'est un fichier Excel dans lequel vous dites, OK, voilà sur quel thème je vais communiquer dans les prochaines semaines. Quel est l'objectif de ce thème de communication? Ça s'appelle une campagne de communication. Donc, on va se dire, pendant 3 mois, je fais une campagne de communication sur la gestion du stress parce que c'est ma spécialité en coaching. Alors, pendant 3 mois,
je vais faire des articles, des posts, des vidéos, des podcasts, des exercices, des webinaires, tout ce que vous voulez. Mais je vais communiquer sur le thème de la gestion du stress parce que l'objectif pour moi, c'est de susciter l'intérêt des personnes qui sont intéressées par un accompagnement sur la gestion du stress. Et puis, peut-être que les 2 mois d'après, je vais communiquer sur, je ne sais pas, si j'ai une spécialité dans la nutrition, par exemple, je vais communiquer sur l'accompagnement au mieux-être alimentaire à travers la nutrition. Et là, ça va être l'objectif de ma campagne d'email. Tout ça pour vous dire que quand vous communiquez, il faut vraiment construire un calendrier éditorial avec des périodes sur lesquelles vous avez des campagnes email avec un objectif bien précis pour une campagne de mail. Qu'il y ait une cohérence dans votre communication, ça créera de la cohérence dans l'esprit de votre client aussi. 4e erreur la plus courante, essayer de vendre directement son accompagnement. Bon, ça aussi, je l'ai fait pendant 3 ans. En fait, je suis sortie de l'école de coaching et on m'a dit à de nombreuses reprises, Edwige, il faut te spécialiser. Plus tu vas te spécialiser, plus les clients vont venir vers toi. Et moi, je me suis dit, oui, ok, très bien. Sauf que moi, je suis coach professionnel, je sais que je peux accompagner n'importe quel client sur n'importe quel sujet parce que le coaching, c'est génial. Alors, je suis partie comme ça. Et les gens ne comprenaient pas ce que je faisais. Donc, je vous dis ça, c'était il y a 8 ans. Donc, je faisais des cafés coaching où j'invitais 4, 5, 6 personnes pendant 1 heure à parler de coaching. Donc, j'expliquais ce qu'est le coaching. Et on me disait, mais alors, tu accompagnes quel genre de personnes? Eh bien, je peux accompagner tout type de personnes sur tout type de problématiques. Ah, ok, d'accord, ok. Donc, les gens étaient très intéressés. Mais quand ils prenaient la décision de se faire accompagner, ce n'est pas moi qu'ils allaient voir, c'était mes collègues. Mes collègues qui étaient spécialisés dans le coaching confiance en soi, dans le coaching de reconversion professionnelle, dans le coaching de préparation aux entretiens d'embauche, dans le coaching de vie. Ils ne venaient pas me voir moi parce que je n'étais pas spécialisée. Alors, du coup, ça n'a rien à voir avec le point 4 qui est sur mon slide, mais ce n'est pas grave. je reprends le fil. Cibler vraiment son accompagnement, c'est important. Et puis, vendre directement son accompagnement, ça, c'est difficile. Quand vous êtes dans la vente directe, sans proposer de palier intermédiaire, c'est compliqué pour votre client. Si votre client potentiel en face, il ne sait pas ce qu'est le coaching, il a du mal à définir son besoin, il a du mal à se projeter dans un accompagnement, à choisir quelqu'un, etc., arriver en lui disant, voilà, moi, je propose du coaching, c'est 80, 100 euros la séance, il y en a pour 5 à 8 séances, on va faire un contrat. Le client peut être un petit peu, se questionner, ça ne va pas participer à le rassurer. Donc, essayer de vendre, être dans la vente directe d'un accompagnement coaching, c'est compliqué. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est d'avoir des paliers intermédiaires. On a vu hier, et on va le voir encore aujourd'hui, de proposer ce qu'on appelle un produit gratuit. Un produit gratuit, c'est comme un échantillon. En fait, imaginez que vous allez dans un supermarché, il y a une nouvelle tablette de chocolat qui vient de sortir, et puis il y a quelqu'un qui est là qui vous dit, tiens, vous voulez goûter un petit carré, c'est gratuit, allez-y, servez-vous. Vous en prenez un, vous dites, ouais, c'est bon, je peux en prendre un deuxième, oui, ok, allez-y. Et puis derrière, vous avez la plaquette de chocolat que vous pouvez acheter, puis vous avez le pack de 5 plaquettes de chocolat avec peut-être une promo. Et donc, le fait d'avoir goûté le petit carré, du coup, ça vous permet de tester, puis ça vous permet de vous dire, oui, ok, je valide, ça m'intéresse, et j'y vais, je vais acheter la plaquette ou le pack de 5 plaquettes de chocolat. Tout ça pour dire que quand vous vendez un accompagnement, coaching ou autre, c'est important d'avoir un premier palier, donc ce qu'on appelle un produit gratuit, un e-book, une vidéo, un webinaire, un atelier, un questionnaire, que la personne puisse tester votre accompagnement, puisse apprendre à vous connaître, à vous découvrir. Vous pouvez faire des petits ateliers collectifs qui ne sont pas très onéreux aussi pour que la personne puisse découvrir comment vous l'accompagnez. Et en fait, c'est tous ces paliers intermédiaires qui vont faire que petit à petit, votre client, il va apprendre à vous connaître, à comprendre ce que vous faites et ça va lui donner confiance, le rassurer et l'amener à prendre la décision de se faire accompagner. Alors, 5e point, proposer un e-book gratuit sans stratégie de vente. Donc,
le premier palier, c'est par exemple un e-book gratuit. On parle d'un e-book, on parle d'un produit gratuit. Ça peut être un e-book, une formation, une vidéo, un questionnaire, un exercice d'auto-coaching. Voilà, ça peut être plein de choses. Mais quand on propose quelque chose de gratuit, il faut que ce soit bien sûr gratuit financièrement, mais il ne faut pas que ce soit à sens unique. C'est-à-dire que dans la stratégie digitale, quand vous proposez quelque chose de gratuit, il faut que le client potentiel en échange vous laisse ses coordonnées pour que vous puissiez le recontacter. C'est le jeu finalement. C'est le jeu finalement de la stratégie digitale. Proposer un e-book gratuit avec une page d'inscription par email pour pouvoir recontacter la personne. Bien entendu, en France, vous devez faire en sorte que la personne accepte votre politique de confidentialité, qu'elle puisse se désinscrire à tout moment de votre liste email. Donc, si la personne ne veut pas que vous la recontactiez à ce moment-là, elle se désinscrit et vous supprimez ses coordonnées et c'est OK. Mais en tout cas, moi, pendant 3 ans, j'avais un e-book sur mon site web. Je voyais qu'il y avait beaucoup de visites sur mon site web, que l'e-book était téléchargé souvent. Et en fait, j'avais aucune idée de qui téléchargeait mon e-book. Il a été téléchargé plus de 800 fois, donc 800 personnes que je ne connais pas. Alors depuis, j'ai compris que c'était important de proposer une page d'inscription par email pour pouvoir recontacter les 800 personnes qui sont intéressées par ce que je fais. Donc, le site web, première chose sur votre site web, c'est important d'avoir un site web parce que c'est votre vitrine. C'est votre vitrine, c'est là où va aller votre client potentiel pour se rassurer, pour voir qui vous êtes, pour voir ce que vous faites, pour identifier si vous êtes la bonne personne pour l'accompagner, pour comparer aussi avec d'autres coachs. Donc, la première chose sur votre site web, c'est qu'il faut être simple, il faut être clair, il faut être pro. Il vaut mieux avoir un site très simple et très pro plutôt que de faire quelque chose de compliqué. Alors, être simple, c'est avoir un site relativement épuré où vous expliquez les choses simplement. Il faut faire des phrases courtes. Il faut éviter d'utiliser le jargon du coaching ou le jargon professionnel parce que vos clients novices ne connaissent pas forcément le jargon de notre métier. Et puis surtout, avant tout, sur le site web, on s'adresse à ses clients potentiels. Alors bien sûr, on fait sa promotion, on fait son pitch, mais d'abord, on s'adresse à son client potentiel. Donc, pour faire simple, sur votre site web, on doit tout de suite comprendre à qui vous vous adressez, qui est votre client idéal, quelle est votre offre Smart. Donc, une offre Smart, c'est quoi? C'est une offre qui est spécifique. C'est du coaching, OK, mais du coaching en quoi? C'est une offre qui est mesurable. Avec le coaching, qu'est-ce que votre client va obtenir? Comment il va mesurer, comment il va savoir ce qu'il va obtenir? Il faut bien sûr que ce soit réaliste, atteignable. Ça doit être temporel, expliquer que le coaching dure 3 mois, 6 mois. Et puis, c'est important aussi qu'il y ait une promesse en termes de bénéfices. Il faut que le client puisse, alors bien entendu qu'on ne peut rien promettre en coaching, c'est la responsabilité du client. En marketing, il faut que le client puisse se projeter dans le résultat désiré. C'est-à-dire que votre client, il a nécessairement une insatisfaction quand il arrive devant un coach et il souhaite opérer un changement pour surmonter cette insatisfaction. Alors, il a besoin de se projeter dans un objectif atteint, dans un résultat désiré. Et quand il lit votre offre de service, c'est important qu'il puissiez faciliter sa projection avec « Ok, quand j'aurai terminé le coaching, j'aurai atteint mon objectif, alors voilà ce que je vais ressentir, voilà les bénéfices que je vais obtenir. » Et ça va l'aider à passer à l'action, ça va l'aider à se décider. Ça va lui permettre de voir concrètement ce qu'il va pouvoir obtenir à travers un accompagnement coaching. Donc, à qui je m'adresse? Qu'est-ce que je lui propose spécifiquement en termes d'accompagnement? Et quels bénéfices il va obtenir en étant accompagné avec cette offre-là? Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas.
Oui, bonjour Edwige. Moi, j'en avais Bonjour. une, Anne-Gaëlle. Oui. C'est vrai que tu disais par rapport à la promesse en question que oui, le côté marketing, c'était important de faire des promesses et de l'autre côté que qu'en tant que coach, finalement, faire des promesses, c'est pas forcément l'idéal. Et j'ai fait l'expérience moi-même en Oui. étant coach, enfin coachée plutôt auprès d'une personne qui m'avait dit oui, tu verras, dans 2 ou 3 semaines, tu auras ta première cliente. Et en fait, Oh. même si je connaissais la posture du coaché, puisque j'ai fait l'école Coaching Ways, ça m'a pas empêché d'être déçue et Mm. d'être complètement, comment je puis dire ça? Ouais, déstabilisée en fait par rapport au fait de faire des promesses ou de donner des bénéfices, oui, mais de faire des promesses. Là-dessus, j'ai du Ouais. mal. Donc, Alors, effectivement, moi, je ne promets jamais, et même quand j'accompagne des entrepreneurs dans la digitalisation de leur activité, je promets jamais de nombre de clients, je promets jamais de chiffre d'affaires, parce que ça, enfin, personne ne peut vous promettre des choses pareilles. Il y en a sur Internet, hein, qui vous oui, promettent 3 à 5 000 euros de chiffre d'affaires au bout de 3 mois. Enfin, il ne faut pas croire ces choses-là parce que c'est pas réaliste. Voilà, on ne peut pas promettre des choses comme ça. Il y a tellement de paramètres qui rentrent en ligne de compte que c'est pas possible de promettre ça. Non, une promesse, ça va être à travers le coaching. Par exemple, je m'adresse à des jeunes qui ont besoin de prendre confiance en eux. Donc, ma promesse, ça va être à travers le coaching, vous allez apprendre à mieux vous connaître. Et le fait de mieux vous connaître, d'identifier vos valeurs, vos moteurs de motivation, ça va vous permettre de développer la confiance en vous et de vous épanouir dans votre vie de jeune adulte. Voilà, c'est une promesse, c'est laisser entrevoir quels vont être les bénéfices d'un accompagnement en coaching sur une thématique. Mais évidemment, ce n'est pas une promesse en termes de nombre de clients, en termes de chiffre d'affaires, en termes de… Enfin, voilà, ça, c'est pas possible. Mais tout en gardant à l'esprit, bien sûr, que lors de la première séance avec le client, vous définissez ce qu'est le coaching, ce qu'il n'est pas, les responsabilités de chacun, que c'est une relation de partenariat avec le client, que la séance d'accompagnement se co-construit, que le client il est acteur de son coaching, il n'est pas passif. Et donc, du coup, c'est aussi tout son travail et ses efforts qui font qu'il va progresser. Donc, la promesse, c'est lui laisser entrevoir toucher du doigt ce que la personne va obtenir, peut obtenir avec un accompagnement en coaching. Ça répond à votre question, Anne-Gaëlle. oui, oui, merci beaucoup. Je reprends l'exemple que tu avais donné tout à l'heure avec le morceau de chocolat avant d'acheter la tablette. C'est ça. Alors, ce qui est important aussi, c'est de mettre en lumière votre différenciation. Et alors ça, c'est important parce qu'on est sacrément nombreux, hein, des coachs sur le marché. Alors, la première différenciation, c'est votre personnalité. Ça, c'est sûr. On est dans l'humain, on est dans l'accompagnement de l'humain, que ce soit en entreprise ou pas. Et donc, votre personnalité en tant que coach, elle va avoir nécessairement un impact dans le choix de votre client. Néanmoins, vous devez avoir une différenciation. On doit pouvoir vous différencier par rapport à la masse des autres coachs qui proposent la même chose que vous. Donc, votre différenciation, ça passe par votre offre, mais ça passe aussi par votre spécificité, votre expérience. Est-ce que vous avez des diplômes, des certifications qui font une différence par rapport à d'autres coachs, peut-être des expériences particulières en lien avec les coachings que vous proposez, qui viennent renforcer votre crédibilité aux yeux du client. Donc, il faut vraiment mettre en lumière votre différenciation en vous mettant à la place du client potentiel, en vous disant qu'est-ce qui fait que ce client-là va me choisir moi plutôt qu'un autre. Et finalement, c'est un peu les mêmes questions qu'en entretien d'embauche, quoi. Pourquoi moi plutôt qu'un autre? Et c'est difficile à faire soi-même. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est de demander à des personnes qui vous connaissent dans le milieu professionnel et dans le milieu personnel, de leur dire quelles sont pour toi les 3 choses les plus différenciantes chez moi ou les 3 choses auxquelles tu penses quand tu penses à moi en tant que professionnel à travers mon expérience, etc. D'essayer de trouver des éléments comme ça qui vous permettent d'identifier votre différenciation en tant que coach.
Donc, proposer du contenu à forte valeur ajoutée. On parlait de l'e-book tout à l'heure. Vous pouvez écrire des articles de blog. Vous pouvez voilà, faire des petites vidéos, retransmettre, repartager des articles avec des petites synthèses, votre point de vue ou un éclairage coaching ou des choses comme ça. Il faut que sur votre site web, le client puisse trouver du contenu. Il faut qu'il puisse trouver des réponses à ces questions. Le meilleur moyen de construire votre site web, c'est de vous dire, si je suis dans la peau de mon client potentiel, donc je suis un jeune, je n'ai pas confiance en moi, j'aimerais voilà, mieux me connaître, prendre confiance en moi, m'épanouir. Qu'est-ce que j'ai envie de trouver sur ce site web qui va m'être utile tout de suite? Et donc, qu'est-ce que j'ai envie de trouver? J'ai peut-être envie de savoir comment ça fonctionne, la confiance en soi. J'ai peut-être envie de savoir que c'est normal quand on est jeune de ne pas avoir confiance en soi, que ça se construit. J'ai peut-être envie de savoir que d'apprendre à connaître ses valeurs, ses moteurs de motivation, ça permet, ou son profil de personnalité, ça permet de mieux se connaître et donc de commencer à comprendre comment on fonctionne, que ça participe à la confiance. C'est tout ça que la personne a envie de savoir. Alors bien sûr, quand on est coach, on n'est pas expert. Quand on est un bon coach professionnel ICF, on ne donne pas de conseils et on n'est pas expert dans un domaine. Donc ça, c'est vrai dans la séance de coaching. Dans la séance de coaching, on est expert en rien d'autre qu'en coaching professionnel et on ne donne pas de conseils. Néanmoins, votre client, il a besoin d'être rassuré sur le fait que vous avez une expertise dans sa problématique. Et donc, en dehors de la séance de coaching, bien sûr, vous pouvez proposer du contenu, écrire des articles, des posts qui viennent légitimer finalement votre profil, qui viennent vous donner de la crédibilité, de la solidité. Et puis, on s'adresse directement à son client idéal, on lui propose des solutions, on facilite son passage à l'action. Faciliter le passage à l'action, ce que je vous disais, si vous avez un e-book à proposer, si vous faites une newsletter, si vous proposez des ateliers, des webinaires, des conférences, si vous voulez proposer des prises de rendez-vous en ligne, alors il faut que ce soit facile pour votre client. Il faut que ce soit facile, il faut qu'il puisse s'inscrire directement. Je vais peut-être vous montrer, je vais vous partager mon site web, tiens, pour vous montrer, pour que ce soit un peu plus concret. Hop. Je vais vous montrer mon site web. Voilà, ça s'affiche. Donc, quand vous allez sur mon site web, hop, vous êtes sur Liberty Coaching. Et là, tout de suite, devenez un coach libre. Voilà, je sais à qui je m'adresse. Et tout de suite, on peut cliquer sur un bouton, découvrir la formation, et je peux m'inscrire pour avoir mon e-book gratuit, donc la checklist. Si je veux prendre rendez-vous, je ne sais plus où c'est. Si je veux prendre rendez-vous, hop, là, à propos, c'est mon pitch. Cliquez ici pour prendre contact et hop, j'ai un outil de prise de rendez-vous avec un calendrier partagé. Donc, il faut que ce soit facile pour votre client. Donc là, si je veux prendre rendez-vous, hop, je confirme. Tout ça pour vous dire qu'il faut que ce soit facile pour votre client de télécharger un e-book, de prendre un rendez-vous, de s'inscrire à un atelier. Si c'est compliqué, clairement, s'il a plus de 3 clics à faire, il ne va pas y aller. Parce qu'on est comme ça. On a une nature un petit peu feignante. Il faut faciliter le passage à l'action de votre client. Et pour ça, il y a plein d'outils. Et on va le voir dans le webinaire à 10h30. Je vais vous expliquer tout ça. Il y a encore quelques passes si vous voulez vous y inscrire. Alors, ne pas faire son pitch, on l'a vu tout à l'heure. Les gens adorent qu'on s'intéresse à eux, tant mieux, parce que c'est notre métier. Alors, finalement, on s'adresse d'abord à son client. J'ai l'impression que je me répète, mais c'est important que vous l'ayez à l'esprit. On parle de la problématique de son client avant de parler de soi. Et la légitimité vient, votre légitimité, elle va venir non pas de ce que vous dites par rapport à vos expériences, vos diplômes, vos certifications, mais elle va venir de ce que vous apportez à votre client à travers ce que vous dites sur votre site web. C'est là où il va sentir votre légitimité. Si votre client sent que vous connaissez sa problématique, que vous avez des solutions pour lui, que vous connaissez les bénéfices qu'il va obtenir avec un accompagnement, alors ça vient renforcer votre légitimité. Créer la relation, c'est très important. Comment on crée la relation ?
On crée la relation. Donc, je vous disais tout à l'heure, quelqu'un qui visite votre site web, il faut qu'il puisse facilement s'inscrire à la newsletter, à un e-book, à un atelier, prendre rendez-vous et donc rentrer en contact avec vous. Donc, commencer à entrer en relation avec vous. Et vous, derrière, ce qui est important, c'est de continuer cette relation. Comment vous pouvez être utile à votre client potentiel? Donc, vous lui proposez, bien sûr, quand il s'inscrit, vous lui envoyez son contenu gratuit, son e-book, sa vidéo, son atelier, son inscription à son atelier avec un email. Et ensuite, on appelle ça de l'email marketing. Ça veut dire envoyer des emails régulièrement avec du contenu utile et concret pour votre client. Envoyer des emails, ça ne veut pas dire envoyer des emails promotionnels tout le temps, parce que la personne va se désinscrire, elle ne va plus vouloir entendre parler de vous. Par contre, c'est envoyer des emails réguliers avec du contenu. Je vous parlais de recyclage de contenu tout à l'heure. C'est exactement ça, c'est-à-dire que le contenu que vous allez mettre sur votre site internet, sur votre blog, sur votre chaîne YouTube, c'est du contenu que vous allez pouvoir partager sur les réseaux sociaux. C'est du contenu que vous allez pouvoir partager aussi par email. Donc, quand vous écrivez un article, vous le postez sur votre blog, l'objectif, c'est pas qu'il dorme, entre guillemets, sur votre blog. L'objectif, c'est qu'il soit sur votre blog, que vous puissiez le repartager sur les réseaux sociaux, vous puissiez en faire une synthèse, vous puissiez peut-être faire une petite vidéo explicative, que vous puissiez le partager par email. Voilà, différentes choses, que vous puissiez le recycler finalement sous différentes formes. Que vous puissiez le recycler sous différentes formes. Donc, créer du contenu qui soit utile et concret pour votre client potentiel. Ensuite, inviter à passer à l'action, faciliter son passage à l'action. Donc, vous avez vu l'outil de prise de rendez-vous que je vous ai montré tout à l'heure sur mon site. Vous pouvez proposer des prises de rendez-vous pour faire un diagnostic personnalisé, une séance découverte, une session stratégie, un atelier, une conférence. L'idée, c'est que le client qui est derrière son écran, il faut que vous puissiez le rassurer suffisamment, lui donner suffisamment envie de passer à l'étape d'après. C'est-à-dire que la première étape, il est derrière son écran, sur votre site web, il y a peut-être un e-book, un exercice d'auto-coaching. L'étape d'après, c'est de vous rencontrer directement, donc par téléphone, par visio, lors d'un atelier, lors d'une conférence, lors d'un webinaire. Quand la personne vous rencontre directement, c'est beaucoup plus facile pour elle, du coup, de se projeter avec vous dans un accompagnement. Donc, c'est pour ça que cette étape, elle est aussi importante. Et puis, il faut que ce soit facile de s'inscrire, bien entendu. Et puis, on suit régulièrement son client potentiel. Vous l'avez peut-être vu en formation, il y a 3 types de clients. En coaching, il y a les clients acheteurs, ceux qui vont dire OK, j'ai vu ce que vous faites sur votre site web, ça me correspond, je veux démarrer le coaching. Je ne vais pas vous mentir, ce n'est pas la majorité des clients, mais ça arrive. Et puis, il y a les clients qu'on appelle un peu râleurs ou indécis. Ah oui, bon, j'ai vu votre site, je ne suis pas sûre que ce soit fait pour moi, je ne suis pas sûre que ce soit le bon moment, je ne sais pas, j'ai besoin d'être rassurée. Et donc, cela, il faut justement leur partager du contenu, les rassurer, les inviter à des événements pour qu'ils puissent vous connaître, apprendre à comprendre ce que vous faites, ce que vous pouvez leur apporter, parce que ce sont des clients qui ont un réel besoin, qui ont besoin d'être rassurés sur le fait que vous êtes la bonne personne. Et puis, il y a les personnes qu'on appelle les touristes, alors sans jugement de valeur, mais les touristes à un moment T, c'est-à-dire qu'au moment où ils vont sur votre site, où ils vont sur votre site, leur besoin, leur insatisfaction n'est pas suffisamment fort pour passer à l'action de se faire accompagner. Néanmoins, ils sont quand même sur votre site. Ça veut dire qu'ils ont un intérêt pour ce que vous faites. Alors, ces personnes-là, ce n'est pas des personnes qui ne sont jamais clientes. C'est des personnes qui, à un moment donné, pourront devenir clientes, mais uniquement quand ce sera le bon moment pour elles. Et donc, ces personnes-là, c'est important de communiquer avec elles régulièrement parce que quand ce sera le bon moment pour elles, alors ça déclenchera chez eux l'envie la décision d'être accompagnée. Pourquoi je vous dis ça? Ça fait maintenant depuis 2017 que j'ai créé ma stratégie digitale. Avant ça, j'avais déjà une liste de contacts.
Et puis un jour, il y a une personne qui m'appelle, qui prend un rendez-vous et qui m'appelle et qui me dit, voilà, Edwige, ça y est, je suis prête, je vais être accompagnée en coaching, on démarre quand? Ok. La personne, je ne la connaissais pas, je me dis, un client qui tombe du ciel, c'est génial. Donc, je cherche à comprendre, je dis, bon, très bien, comment est-ce que vous m'avez connue? Et elle me dit, mais en fait, ça fait 5 ans que je vous suis sur Internet, ça fait 5 ans que je participe à des webinaires, que je m'inscris à vos exercices d'auto-coaching, e-book, formation, etc., que je regarde vos emails, mais ça n'a jamais été le bon moment pour moi. Au début, je n'avais pas de budget, après j'ai divorcé, après j'ai perdu mon job, tac, tac, tac. Et puis maintenant, ça y est, c'est le bon moment. Et j'ai apprécié que vous gardiez le contact avec moi. Alors, voilà, c'est vous que je choisis pour mon accompagnement. Tout ça pour dire que pendant 5 ans, elle était dans la catégorie de, voilà, des personnes qui sont intéressées par ce que je fais, mais pour qui ce n'est pas le bon moment d'être accompagnée. Et le fait de garder le contact régulièrement avec cette personne, de continuer à lui envoyer des emails réguliers, du contenu, lui proposer différents types d'événements, ça fait qu'elle s'est sentie accompagnée quelque part et que quand ça a été le bon moment pour elle de choisir un coach, elle me connaissait déjà et du coup, ça a été plus facile pour elle de me choisir plutôt que quelqu'un d'autre. Tout ça pour vous dire que quelqu'un qui vient sur votre site web et qui s'inscrit, ce n'est pas parce qu'il n'est pas client directement dans les semaines à venir qu'il ne sera jamais. Au contraire, les personnes qui restent dans votre liste de contacts sont des personnes qui sont intéressées par ce que vous faites. Donc, la stratégie digitale, qu'est-ce que c'est? La règle du 80-20 en coaching. Bon, c'est vrai en coaching, c'est vrai dans d'autres métiers, bien évidemment. On passe 80% de son temps à trouver où sont nos clients, à prospecter dans le dur. Vous avez peut-être déjà fait de prendre des listes de coordonnées téléphoniques et de faire du phoning. C'est pas très agréable. De distribuer des cartes de visite, des flyers, etc. Donc, on passe 80% du temps aussi à communiquer, à réseauter, sans pouvoir mesurer le retour sur investissement du temps qu'on y passe, à utiliser les moyens du bord, voilà, sans outils très professionnels, à se dire qu'on va se débrouiller comme ça, à faire des ateliers, des conférences en one-shot. Donc, je fais un atelier, je fais une conférence, mais derrière, je ne sais pas forcément qui s'est inscrit, je ne sais pas forcément qui est venu. La conférence, derrière, il n'y a pas forcément de suivi. Et donc, du coup, c'est toujours la question, c'est toujours de mesurer le retour sur investissement que vous pouvez avoir dans les ateliers, les actions que vous faites. Donc, vous pouvez monter aussi des sessions de formation dans la douleur, des sessions de formation qui parfois s'annulent au dernier moment faute de candidats, comment je l'ai vécu. Et puis, finalement, on passe que 20% de son temps à accompagner ses clients quand on en a. Alors ça, c'est pas écologique, c'est pas viable dans une activité de coach. Donc, l'idée, c'est de vous expliquer comment faire. La stratégie digitale, qu'est-ce que c'est? En tout cas, celle que j'ai mise en place et celle qui fonctionne pour moi. Il y a 2 types de trafic sur Internet. Il y a ce qu'on appelle le trafic organique, gratuit, et le trafic payant, la publicité. Donc, le trafic, c'est quoi? C'est les personnes qui vont pouvoir vous trouver sur Internet. C'est les visiteurs, finalement, qui vont pouvoir vous trouver sur Internet. Donc, le trafic organique, donc gratuit, c'est vous qui allez pédaler derrière et qui allez créer votre site web, alimenter votre blog, votre vlog. Un vlog, c'est un vidéoblog, c'est une chaîne YouTube, finalement. Poster sur les réseaux sociaux, développer votre communauté, créer des partenariats. C'est tout ce que vous allez faire, finalement, sur Internet pour développer votre visibilité. Donc ça, soit c'est vous qui pédalez et qui faites, soit vous pouvez prendre une agence aussi pour le faire. Et vous avez le trafic payant. Le trafic payant, c'est quoi? C'est créer des publicités. Facebook Ads, LinkedIn Ads, Google Ads, les pubs YouTube, etc. Donc, le trafic payant. Le trafic payant, faites très attention. J'ai perdu beaucoup d'argent au début sur Facebook et Google Ads parce que je ne savais pas faire une publicité et je ne savais pas mesurer le retour sur investissement.
Donc, n'allez pas faire de la publicité sur Facebook, sur Google, si vous ne savez pas comment faire, parce que c'est très technique et que ça peut être un gouffre financier si vous ne connaissez pas les ficelles de comment faire de la publicité. Donc, la première chose, faites-vous aider ou faites une formation pour savoir comment on fait les publicités. Mais je crois que Facebook et Google Ads font des formations gratuites où vous pouvez en trouver sur YouTube, mais vraiment formez-vous avant ou faites-vous accompagner. Et puis surtout, votre publicité, il faut qu'elle soit dans une stratégie digitale. Ça veut dire que faire la pub pour son site web, c'est bien, sauf que comment on mesure après le nombre de personnes qui est passé sur le site web, qui s'est inscrit, etc., c'est compliqué. Donc, la stratégie, c'est quoi? C'est faire de la publicité pour son produit gratuit. Donc, pour son e-book, pour son atelier, pour son webinaire, pour sa formation, pour son exercice d'auto-coaching, avec une page d'inscription par email. Ça vous permettra de mesurer ce qu'on appelle le coût par clic. Alors, il y a le coût par clic, c'est-à-dire combien vous coûte la publicité par nombre de clics sur la page d'inscription, et puis le taux de transformation, c'est-à-dire par rapport au nombre de clics qu'il y a eu sur votre page d'inscription, quel pourcentage de personnes s'est inscrit sur votre page. Et ça, c'est important parce que ça va vous donner des indications sur l'intérêt qu'a votre cible pour ce que vous proposez en gratuit sur votre page d'inscription. Là, comme c'est gratuit et qu'il suffit de s'inscrire par mail, il n'y a pas de frein en fait. Il n'y a pas de frein financier, il n'y a pas d'engagement, on peut se désinscrire quand on veut, donc il n'y a pas de raison finalement que la personne ne s'inscrive pas. Donc si vous avez, admettons, 1% de taux de conversion, ça veut dire que votre cible n'est pas la bonne. Ça veut dire que ce que vous proposez, ce n'est pas adapté à votre client cible ou que les personnes auprès de qui vous communiquez ne sont pas les bonnes personnes. Si vous avez 20% de taux de transformation, c'est-à-dire qu'il y a 20% de personnes qui vont sur votre page qui s'inscrivent, c'est un super taux de transformation. Dites-vous que c'est le bon produit, ça vous permet de mesurer ça. Une fois que les personnes sont inscrites à votre produit gratuit, oh. Alors, peut-être couper vos micros si vous n'avez pas de questions. Alors, attendez, coupez le micro, voilà. Une fois que les personnes sont inscrites à votre produit gratuit, bien sûr, vous envoyez un premier email pour envoyer le produit gratuit à la personne, donc l'e-book, le webinaire, la formation, etc. Ce premier email, c'est l'occasion de vous présenter aussi. Donc, de dire, voilà, qu'est-ce que je propose comme offre, qui je suis, allez voir mon site web ou mes réseaux sociaux, etc. Et puis ensuite, les campagnes d'email de contenu, les invitations à différents types d'événements, régulièrement. Même s'il y a des personnes qui sont à votre liste email depuis plus de 6 mois et qui ne sont jamais inscrites à un événement, ça ne veut pas dire qu'elles ne s'inscriront jamais. Donc voilà, on continue. Et puis une campagne d'email, rappelez-vous, une campagne d'email, c'est une campagne sur un même thème avec un seul objectif. Donc par exemple, dans mon activité, je fais beaucoup de choses. Je fais du coaching, de la formation, du consulting, du mentoring, de la sensibilisation au handicap, etc. Et donc, dans mes campagnes d'email, par exemple, j'ai des campagnes d'email à thème où pendant 3 semaines, je vais communiquer sur un type d'accompagnement coaching. Et puis après, pendant 3 semaines, je vais communiquer sur une formation à venir. Et puis après, pendant 3 semaines, je vais communiquer sur une offre consulting, etc. Et puis, de la même façon, dans l'idéal, je dis dans l'idéal parce que moi, je ne suis pas une référence pour ça, mais dans l'idéal, il faudrait que votre communication soit cohérente aussi sur les réseaux sociaux en parallèle. Donc, voilà la stratégie. Alors, quand vous faites du trafic organique et ou du trafic payant, alors faites-le sur une page d'inscription à un produit gratuit pour pouvoir calculer votre taux d'inscription. C'est très important. Derrière, gardez le lien, créez la relation avec des campagnes d'email qui sont structurées pour un objectif bien particulier. Et comme ça, vous pourrez voir aussi, vous avez des outils qui vous permettent dans les campagnes d'email de mesurer le taux d'ouverture de mail, le taux de clic dans les mails. Ça vous permet à vous de confirmer ou pas l'intérêt des personnes pour ce que vous publiez, pour ce que vous envoyez.
Si vous voyez que les mails ne sont pas, le taux d'ouverture de mail est faible, ça veut dire que l'objet du mail n'intéresse pas beaucoup votre cible. Si au contraire, vos emails ont un taux d'ouverture satisfaisant, mais que les personnes ne cliquent pas dans votre email pour en savoir plus, ça veut dire qu'ils sont intéressés par l'objet du mail, mais peut-être que le contenu du mail n'est pas suffisamment intéressant pour eux pour leur donner envie d'aller plus loin. Donc après, il y a toute une analyse à porter sur l'ouverture des campagnes d'email, le taux d'ouverture, taux de clic des campagnes d'email pour analyser justement l'intérêt que porte votre cible sur le contenu que vous envoyez. Sur les campagnes d'email, ce qui est important, c'est de vous dire qu'il faut qu'il y ait au moins 80% de contenu que vous partagez. Et de temps en temps, faites une offre, donc une offre en disant, ben voilà, je lance les inscriptions à une formation payante, ou je vous propose, j'ai des places pour vous accompagner en coaching pour le mois prochain. Donc, une offre, c'est quoi? C'est une offre promotionnelle avec un tarif, finalement, c'est quelque chose que vous vendez. Voilà. Mais il faut que ce soit ponctuel. Si c'est trop récurrent, les personnes vont se désinscrire de votre liste. Quelles sont vos questions sur cette stratégie digitale? Oui, allez-y, ouvrez vos micros. Oui, oui, bonjour Edwidge. Merci beaucoup. Depuis hier, tu nous inondes de super infos, tu nous projettes dans la réalisation et au passage à l'action. Donc, merci beaucoup. Et moi, j'avais deux petites questions. La première question, c'est ton rapport aux réseaux sociaux. Je vois que tu ne les mets pas trop sous les projecteurs alors que tout le monde dit que c'est vraiment un passage obligatoire. Et la deuxième question, c'est que c'est une stratégie qui est quand même basée sur un seul canal, qui est celui de l'emailing. Est-ce que tu es dedans? C'est-à-dire que si tu en parles, c'est que ça marche. Mais ça veut dire que c'est l'email c'est la stratégie d'emailing qui est en fait le cœur de notre possibilité d'avancer sur le digital. Voilà. Alors oui, il y a plusieurs choses. Effectivement, tu mets le doigt sur ce que je ne fais pas bien les réseaux sociaux, mais oui, c'est important les réseaux sociaux. C'est important d'avoir une page entreprise ou un groupe sur les réseaux sociaux pour développer votre communauté. Ça, c'est vraiment très important, effectivement. Et ça prend du temps et c'est un job à temps plein. Et donc, les réseaux sociaux, ça se développe aussi avec du trafic payant, de la publicité. Ça veut dire qu'à travers la publicité, en fait, tout est lié. C'est-à-dire que plus je vais faire de publicité sur mon produit gratuit, plus je vais avoir des personnes qui vont s'inscrire et plus parmi ces personnes, elles vont s'inscrire à mon groupe privé sur Facebook, à ma page LinkedIn, etc. Et plus ça va développer ma communauté. Dans l'autre sens, si je ne fais pas de publicité, alors, je peux passer beaucoup de temps à développer mon trafic organique, à poster sur les réseaux sociaux, à écrire des articles, etc. pour développer ma communauté. L'objectif, c'est aussi que ma communauté vienne s'inscrire dans ma liste email pour que je puisse derrière, du coup, entrer directement en contact avec eux ou sur les réseaux sociaux. Tout dépend sur quoi vous voulez vous concentrer. En fait, c'est vraiment deux stratégies différentes. Moi, j'ai choisi la stratégie du feignant. J'ai construit ma campagne email et elle est automatique et de temps en temps, voilà, je l'ajuste, je la mets à jour. Développer sa communauté sur les réseaux sociaux, c'est vraiment un job à temps plein. Alors, il y en a qui adorent ça et c'est tant mieux. Et puis, ceux qui, comme moi, n'aiment pas trop ça et du coup ont du mal à trouver du temps. Moi, ma grosse difficulté pour les réseaux sociaux, donc je ne suis pas un modèle pour ça, ma grosse difficulté pour les réseaux sociaux, c'est la régularité. J'ai du mal à être régulière. Alors, j'ai un outil de planification, de programmation des posts, etc. Mais voilà, ce n'est pas mon point fort. Ce n'est vraiment pas mon domaine de compétence. Et pour l'instant, alors à un moment, j'avais quelqu'un qui s'occupait de mes réseaux sociaux et puis pour l'instant, c'est en stand-by. Donc ça, c'est vraiment mon point de progression. Comme quoi, on n'est pas parfait. En tout cas, je suis la première à ne pas être parfaite. Alors, l'avantage… Tu as raison pour les réseaux sociaux parce qu'on est tous bloqués
parce que quand même, il y a une surexposition dans les réseaux sociaux. Donc, je pense que je ne suis pas la seule à avoir. Si je pose la question, c'est que moi-même, je ne suis pas très à l'aise avec le fait d'être surexposée. C'est pour ça que je te posais la question. Donc, voilà. Tu me rassures, en fait. Il y a ça. Alors, communiquer sur les réseaux sociaux, comme faire des vidéos, c'est pas forcément face caméra comme je le fais là. Hein. Il y a des personnes qui communiquent sur les réseaux sociaux où vous ne verrez pas leur visage. Voilà, vous verrez juste le logo de leur société. Excusez-moi. Qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, j'ai perdu ma question. Marie-Dorothée et Andrea, vous avez des questions? Oui, bonjour Edwige. Moi, je voulais Ah oui, non, ça y est, j'ai retrouvé. Pardon, Marie-Dorothée. Non, vas-y. Je reprends tout de suite après. Oui, ce que je voulais vous dire, c'est que, voilà, la différence entre développer son trafic organique, être tous les jours sur les réseaux sociaux, faire des posts, répondre aux commentaires, etc., ça, c'est quasiment un job à temps plein. Si vous aimez faire ça, c'est génial parce que du coup, vous allez développer votre communauté. Quand vous faites du trafic payant, vous faites quelque chose de similaire, c'est-à-dire que c'est Facebook qui va aller pousser finalement vos publicités et vous pouvez faire différentes campagnes de publicité qui ressemblent à des posts en fait. Simplement, le fait de payer de la publicité, ça va diffuser vos posts dans d'autres communautés, à travers d'autres audiences de façon différente. Mais ça va venir aussi participer au fait que ça va développer votre communauté sur les réseaux sociaux. Donc, c'est deux façons de faire. Là, vous payez de la publicité donc pour aller plus vite et puis pour gagner du temps. Et puis, en trafic organique, vous le faites gratuitement. Enfin, vous le faites vous-même, donc ça vous coûte du temps. Vous le faites faire par quelqu'un. C'est ce que je voulais vous dire. Vas-y, Marie, tu as une question. Oui, c'est ça. En fait, j'ai deux questions à te poser. La première, c'est que est-ce que tu utilises le trafic payant aujourd'hui? Et la deuxième, c'est à présent, comment se répartit ton temps entre celui consacré à chercher des clients et celui consacré à accompagner. Parce que moi, c'est ma problématique aujourd'hui. C'est que, effectivement, je me rends compte que cette communication, voilà, merci, super. C'est ça. Tu lis dans mes pensées, Marie. Ouais, Marie, on s'est vu le mois dernier, puisqu'elle a fait Je peux dire ou pas? Oui, tu peux dire, parce que c'est tellement génial comme formation que vraiment, j'invite tous ceux qui ont envie de la faire à la faire. Je suis formatrice au sein d'Ericsson Coaching International pour la France. Et du coup, Marie a fait le premier module de la formation Ericsson à Paris le mois dernier. Donc, on s'est rencontrés à Paris le mois dernier. Voilà. Du coup, j'ai perdu ta question. Oui, alors, ta question. Oui, je fais du trafic payant. Je fais essentiellement du trafic payant parce que je ne suis pas douée pour les réseaux sociaux. C'est vraiment mon point de progression. Donc, moi, je fais du trafic payant. Je fais des publicités sur Facebook Ads et je fais des publicités sur Google Ads. Et dans Google Ads, ça en fait aussi sur YouTube. D'accord. Voilà. Pour tout vous dire, j'en ai fait un peu sur LinkedIn. Sur LinkedIn, en fonction de votre cible, soit ça cartonne, soit c'est un gouffre financier. Ouais. Et ça, il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Sur LinkedIn, c'est des publicités qui peuvent être extrêmement précises sur le type de poste, sur le type de profil, sur l'expérience. Et donc, en fonction de votre cible, ça peut vraiment marcher du tonnerre. Par contre, c'est de la publicité qui coûte très, très cher. Donc, si vous n'êtes pas sûr, ça coûte 4-5 fois plus cher que Facebook et Google. Mais par contre, ça peut vraiment cartonner. Oui, ça dépend du nombre de relations que tu as, en fait, de la taille de ta communauté. Voilà. Ouais. Mais ça dépend aussi de ce que tu cherches parce que typiquement, moi, quand j'ai fait de la publicité sur LinkedIn, ça n'a pas été pertinent pour moi. Voilà, ça m'a coûté beaucoup trop cher. C'est beaucoup plus pertinent pour moi de faire sur Facebook et sur Google Ads et YouTube. Ok, super. Merci pour ta réponse. Je t'en prie. Alors, il y a aussi des publicités de type parution dans des annuaires, etc. À vous de voir ce qui est pertinent. Ça vous fait aussi une carte de visite. J'ai fait une parution dans Elle l'année dernière, donc c'est des parutions payantes où vous payez un encart publicitaire. C'est difficile, enfin, si c'est possible de mesurer le retour sur investissement avec des petites astuces
je pourrais vous partager. Mais le retour sur investissement, il est beaucoup plus difficile à mesurer parce que du coup, les personnes qui vous ont vu dans le magazine, elles vont revenir vers vous à un moment donné, mais vous n'allez pas savoir que c'est parce qu'elles vous ont vu dans le magazine. Donc, c'est plus difficile à mesurer. Faites attention aussi quand vous êtes coach, point de vigilance, vraiment très important. Quand vous êtes coach, vous allez être démarché par un nombre incroyable d'annuaires de coachs qui vont vouloir vous vendre des parutions dans leur annuaire, etc. N'allez pas payer des parutions dans des annuaires. La plupart du temps, c'est de l'arnaque et je le sais parce que je fais partie d'un collectif qui ont dénoncé 2 plateformes, petiteentreprise.net et Mon Coach Pro. iFeel Pro, ils changent de nom tous les ans parce qu'ils sont rattrapés sinon par leur casserole. iFeel Pro, Mon Coach Pro, petiteentreprise.net. Voilà, vous font payer des parutions des centaines, voire plusieurs, parfois plus de 1 000 € par an. Et en réalité, voilà, il n'y a rien derrière. C'est des très bons commerciaux et des très bons manipulateurs. Il n'y a rien de mieux que l'annuaire de l'ICF, ICF France, ICF Monde, pour avoir une visibilité. Parce que c'est là que les clients nous trouvent aujourd'hui, l'annuaire de vos écoles de coaching, et puis des annuaires gratuits. Il y a les pages jaunes qui existent. Faites-vous une fiche Google Maps, ça c'est très important aussi. Google Maps, du coup, c'est là où les gens vous trouvent, c'est Google, donc c'est hyper bien référencé sur Internet. Donc clairement, quand on cherche un coach à Lyon, si vous êtes sur Google Maps, du coup, vous allez forcément être mieux référencé que quelqu'un qui n'est pas sur Google Maps. Voilà. J'ai une question. Google Maps, c'est gratuit et voilà. Oui, allez-y. Oui, enfin, là, quel est le temps que vous mettez à l'analyse des données que vous recevez, justement? Parce que là, vous ne l'incluez pas. Oui. Et ça prend du temps quand même d'analyser des données. Si c'est pour finalement aller en chercher et ne rien en faire. Alors, il y a l'analyse des données. Déjà, il y a une première chose, c'est que le retour sur investissement, vous le mesurez avec le chiffre d'affaires. Donc, vous voyez, quand je dépense 100 € en publicité, je vois que j'ai à peu près 100 € de chiffre d'affaires derrière. Donc, ça veut dire que ma publicité ne me coûte rien. C'est-à-dire que je me fais connaître gratuitement, on va dire. Ma publicité est rentabilisée par le chiffre que je fais grâce à la publicité. Derrière, c'est des personnes qui sont dans mes listes email et qui permettent qui un jour ou l'autre vont devenir voilà, des clients sur différentes offres. Donc déjà, la première chose, c'est le chiffre d'affaires qui permet de mesurer le retour sur investissement de la publicité. La deuxième chose, c'est que oui, je passe du temps à analyser les données. Ce n'est pas non plus plusieurs heures par semaine. Je passe peut-être 2 heures dans le mois, on va dire 1 heure tous les 15 jours, je vérifie, voilà, j'analyse, je corrige et ce n'est pas tant de temps que ça. Ça prend du temps au début. Ça prend des temps au début parce qu'au début, bien sûr, il faut tout construire, il faut tout analyser et il faut tout ajuster. Donc oui, les 3 à 6 premiers mois, ça prend beaucoup de temps à mettre en place. Une fois que c'est mis en place, que c'est rodé, ensuite, c'est de la maintenance, c'est de l'évolution. C'est-à-dire que ça tourne, que vous allez avoir un taux d'ouverture de mail, un taux un ROI satisfaisant avec la publicité, que vous allez du coup analyser vos données et puis modifier des petites choses pour les faire évoluer, pour tester. Mais ça ne prend pas tant de temps que ça. Voilà, c'est quelques heures par mois, c'est pas énorme. Ça répond à votre question, Gisèle? Tout à fait, merci. Je vous en prie. Il y a des outils qui existent aussi pour vous aider pour ça. Alors, Andrea, vous aviez une question aussi. Oui, bonjour Edwige. Bonjour. Bon, déjà, merci, ça me rassure aussi d'avoir une stratégie centrée sur l'email parce que les réseaux sociaux, Voilà. c'est ultra chronophage et c'est pas forcément quelque chose sur lequel j'ai envie d'aller personnellement. Ma question, c'était sur créer la relation. Vous nous avez donné l'exemple de 3 typologies de clients potentiels, avec celui qui est touriste, celui qui va se décider tout de suite et l'intermédiaire qui prend un petit peu de temps. Est-ce que dans la communication après des emails, vous allez jusqu'à personnaliser en fait, vous allez jusqu'à les distinguer et voilà, personnaliser la communication?
Alors, Et qu'est-ce je que vous pense appelez aussi, et je pense aussi à ceux qui ont déjà du coup souscrit une des offres, qui sont venus sur un coaching. Après, est-ce que Ouais. vous leur communiquez les mêmes contenus? Non. Alors oui, justement, très bien votre question. Il y a plusieurs façons de personnaliser. La première, c'est que vous avez des outils d'emailing, et on va le voir dans le webinaire juste après, qui vous permettent de personnaliser un petit peu les emails, de dire bonjour Andrea plutôt que bonjour tout simplement, puis de reprendre des éléments de la fiche client finalement. Ça s'appelle des variables de substitution. Donc voilà, on peut mettre le prénom, le nom de famille, l'email, etc. Ça, c'est la première chose pour personnaliser les emails. La deuxième chose, c'est que je travaille avec des listes de contacts. C'est-à-dire que j'ai une liste qui est ma liste de leads, donc de clients potentiels. Donc, ce sont les personnes qui sont inscrites à un produit gratuit et c'est tout. Donc, celles qui sont inscrites à un produit gratuit, je ne sais pas, mon produit gratuit, préparer les entretiens d'embauche, mon e-book, alors, elles sont dans une liste mail, inscription, e-book, préparation, entretien d'embauche. Donc, ils reçoivent une campagne d'email sur ce thème-là, préparation aux entretiens d'embauche, parce que derrière, je propose un coaching flash voilà, de préparation à un entretien. J'ai une offre spécifique pour ça. Donc, ils reçoivent une campagne d'email pour leur dire, tiens, si mon e-book vous a apporté des conseils et que vous préparez un entretien, alors vous pouvez faire 2 heures de coaching flash avant un entretien pour préparer votre entretien. Donc, ma campagne d'email, elle est sur le thème de l'entretien d'embauche avec l'objectif qui est l'offre d'accompagnement flash pour un entretien d'embauche. Ensuite, si la personne devient cliente, alors oui, elle sort de ma première campagne d'email et il y a des règles d'automatisation qui existent pour ça, qui disent par exemple, voilà, si la personne devient cliente, alors je la désinscris de la campagne d'email et puis peut-être que je la bascule dans une autre liste de clients pour qui je vais réserver peut-être des ateliers uniquement pour mes clients, etc. Donc, on appelle ça des séquences, des listes de contacts qui sont à thème en fait. Donc, moi, j'ai l'historique du coup des personnes qui sont dans mes listes de contacts, ceux qui sont, à quoi ils se sont inscrits, par quoi ils sont intéressés, etc. Et puis, en fonction de ceux par quoi ils sont intéressés, il y a des listes email différentes avec des objectifs différents, oui, tout à fait. Après, ça arrive qu'il y ait des couacs parce que j'ai des clients qui s'inscrivent avec, mais on le fait tous, hein. On a tous un mail poubelle pour s'inscrire à un produit gratuit. Et puis derrière, ils s'inscrivent avec leur vrai mail pour faire un coaching. Puis ils me disent, mais pourquoi tu m'envoies les trucs de l'e-book? Je dis, parce que je ne sais pas que c'est toi, tu as 2 adresses mail. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Bon, est-ce que vous avez d'autres questions? On arrive à la fin de ce webinaire. J'étais ravie de faire ce webinaire avec vous, de vous partager mes astuces, mes conseils. Et donc, je vous invite à aller voir mon site web libertycoaching.fr. J'ai différents types de formations en ligne. Il y a pas mal de replays aussi de webinaires que j'ai fait l'année dernière pour la Coaching Week. Il y a d'autres types de webinaires. Voilà, vous pouvez voir sur mon site web, sur mon blog. Donc, allez-y, allez voir libertycoaching.fr. Et puis, si vous êtes là, dans 25 minutes, voilà, il y a un atelier sur les outils du coach digitalisé où je vous partage du coup tous les petits outils qui peuvent, enfin les petits outils, tous les outils digitaux qui vous simplifient la vie dans la gestion de votre activité. Merci beaucoup d'avoir suivi ce webinaire. Un grand merci. Vous étiez plus de 80 connectés. Donc vraiment super, très contente. Merci beaucoup. Il y aura un replay. Où trouvons le lien? Il y aura un replay. Le lien, vous voulez le lien? Le lien pour la suite. Le lien pour la suite? Oui, pour la séance d'après. Eh bien, je l'ai envoyé par mail. Vous avez dû le recevoir par mail avec le lien de ce webinaire-là. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vous dis à très bientôt. Bonne journée. Merci Edwige, à tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.